À l'aube, la voile s'approchait du rivage si silencieusement que la volée de mouettes ne changeait pas de trajectoire. Le sable nocturne n'avait pas encore été balayé du quai lorsque la quille entra dans le port et les hommes au casque de fer formèrent un étroit passage entre les tonneaux de poissons et les visages inconnus. Les chuchotements étaient neufs forts et incessants. Aujourd'hui, on promettait d'amener au marché les prisonniers des îles, et les marchands voulaient de nouvelles mains, tandis que les gardes voulaient de nouvelles pièces. Parmi les prisonniers marchait une jeune fille avec du sel marin dans les cheveux. Elle marchait prudemment, comme si le rivage vacillait encore sous ses pieds. Elle s'appelait Mira et essayait de garder la tête droite pour ne pas tomber à genoux devant ceux qui calculaient déjà combien pouvait valoir sa vie. Je salue tous ceux qui écoutent cette histoire. Je suis un homme et je vous demande d'écrire dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. C'est important pour moi de savoir où mes histoires sont diffusées. Bonne écoute. La matinée s'est déroulée tranquillement. L'organisateur a annoncé que les enchères commenceraient après la prière, et les gens se sont dirigés vers les auvents, où étaient déjà exposés des tonneaux d'huile, des caisses de raisins secs et des paquets de sel. Mira a remarqué près du poteau un tableau avec des feuilles décolorées. Sur chacune d'elles figuraient de fines lignes, des noms, des montants, des dates. Le vieil homme aux doigts tachés d'encre expliqua qu'il s'agissait d'inscriptions relatives aux lettres de liberté. Il dit que toute personne qui remboursait une dette ou payait une rançon pouvait obtenir une telle lettre et que tous les documents étaient certifiés par des notaires et conservés par le scribe de la ville. Mira regardait les lettres comme si elles étaient hors des portes. Elle se souvint comment, enfant, elle s'asseyait à côté de sa mère et apprenait à tracer des signes sur une ardoise lisse, tandis que les autres enfants couraient dans la cour. À l'époque, cela lui semblait être un jeu sans intérêt, mais aujourd'hui, le dessin d'une lettre signifiait bien plus que la force des mains. Les négociations commencèrent par des cris. Les hommes augmentaient les prix, les femmes éloignaient les enfants de la rangée des prisonniers. Mira fut achetée par un marchand nommé Gracius, dont les boutiques occupaient tout un coin près des portes de la ville. Il n'éleva pas la voix, il leva simplement 2 doigts et l'intendant annonça que la transaction était conclue. Gracie conduisit Mira à travers le brouhaha jusqu'à l'entrepôt, où des paquets de cire, des rouleaux de lin et des sacs de haricots étaient empilés sur des étagères. Il ordonna à la servante la plus âgée de laver la captive, de lui donner une robe grossière et de l'enregistrer comme servante volontaire sous contrat pour 3 ans. Il dit qu'elle avait elle-même donné son accord et que l'acte notarié avait déjà été rédigé. Mira entendit cela et comprit que la clé de son avenir ne résidait pas dans les cordes et les serrures, mais dans les lignes écrites à l'encre. La maison de Gracia était calme. Des plaques en bois avec les symboles des corporations artisanales étaient accrochées au mur, des osselets et un lourd livre avec des sangles étaient déposés sur la table. Les servantes chuchotaient que le maître aimait l'ordre, l'argent et les transactions rapides. Mira remarqua près du lavabo une cruche en argile au bord ébréché, sur laquelle brillait dans la glaçure une marque à peine visible, semblable à une étoile de mer. Elle connaissait cette marque. Sur leur île, elle était apposée par le maître potier, qui envoyait autrefois de la vaisselle en échange de sel et d'huile de cèdre. Elle se dit que le chemin de la vaisselle et celui des hommes se croisent souvent là où se trouvent les papiers. Cette pensée simple lui semblait être un couteau que l'on pouvait cacher dans sa manche. Les premiers jours, elle travailla en silence. Elle transportait de l'eau, nettoyait les marches en pierre, triait des bouquets de feuilles de laurier et des écorces de citron. Ses mains s'habituaient au travail et ses yeux aux détails. Elle remarqua que les sacs de farine portaient différents cachets, parmi lesquels se répétait une lettre barrée d'une croix. La même lettre figurait sur les plaques de cire du comptable. Le comptable expliqua que les cachets étaient changés chaque saison
afin de dissimuler la provenance des marchandises, et que les marques similaires cachaient parfois une seule et même main. Il ne remarqua pas que Mira avait détourné son regard vers les reliures d'un grand livre. Elle constata que les reliures étaient usées au même endroit, comme si le livre était toujours ouvert à une page précise. Le soir même, un jeune scribe du nom de Lorraine est venu à la maison. Il a apporté un petit paquet ficelé et a dit au gérant que le maître avait ordonné de le laisser dans le cellier. Le paquet était léger, comme s'il contenait quelques tablettes de cire ou une liasse de documents. Mira se trouvait par hasard à proximité, et on lui demanda de porter le paquet dans le coffre du fond. Elle l'emporta et le posa dans un coin. Le coffre fit un clic, mais le couvercle ne se referma pas complètement. Elle le poussa, et une petite planchette avec une marque brûlée glissa hors de la fente, un cercle divisé en 4 parties et une petite étoile dans l'un des secteurs. Mira connaissait ces planchettes. Sur l'île, elles servaient à marquer les objets destinés à l'échange, et chaque planchette correspondait à une inscription notariée dans les registres de la ville. Elle comprit qu'elle avait devant elle un signe permettant de vérifier les paroles des marchands et les registres de la ville. Le lendemain matin, Mira demanda à apporter un panier de zeste de citron au marché. Le directeur haussa les épaules et lui donna son accord. Sur la place, près du scribe de rue, elle paya une pièce de cuivre et demanda à voir les registres des services volontaires effectués au cours des dernières semaines. Le scribe lui montra le registre. Elle vit son nom écrit d'une écriture soignée, avec à côté son âge, son origine et le montant de sa dette, échelonné sur 3 ans, avec la possibilité de remplacer les paiements par des marchandises. En bas, il y avait une marque d'accord. Elle la lut et faillit éclater de rire. L'écriture de l'accord ressemblait à ces gribouillis d'enfants, mais elle contenait des éléments étrangers qu'elle n'avait jamais utilisés. Elle dit au scribe qu'elle doutait de l'authenticité de cet accord. Le scribe répondit que la signature avait été certifiée par un témoin et un notaire. Il donna le nom du notaire, et Mira s'assura qu'elle voyait sur les sangles du livre, Gracia, la même lettre que celle qui figurait dans le cercle du sceau du notaire. Elle mit cette information de côté, comme un couteau qu'il fallait aiguiser. Elle devint plus attentive. Dans la boutique de Gracia, il y avait un garçon nommé Suleiman. Tout le monde le considérait comme un assistant inutile. Il se penchait vers le sol, mélangeait les sacs, avait peur de lever les yeux. Il était né d'une esclave que le marchand avait vendue dans un village lointain, et beaucoup se moquèrent du garçon en disant qu'il ressemblait à une canne cassée. Mira remarqua que Suleiman connaissait le chemin de tous les colis, savait où desserrer le nœud serré pour sortir la marchandise sans abîmer la ficelle, et savait lire les signes, pas les lettres, mais les ombres des lettres, les dessins des cachets, la saleté habituelle dans les coins. Un jour, il lui dit à voix basse qu'il avait remarqué sur son rouleau une ligne courbe là où les autres traçaient une ligne droite. Il lui avait dit que c'était une femme du port qui lui avait appris à tracer cette courbe et que cette femme lui avait autrefois donné un cordon avec une étoile en bois pour qu'il n'oublie pas le chemin qui menait à son père. Il lui avait dit que son père travaillait comme chef de la garde au marché. Cela semblait être un détail anodin, mais Mira l'avait gardé en mémoire. Le même jour, une femme vint à la maison avec un panier de pommes fraîches. Elle portait un manteau sombre qu'elle ne quittait pas, même par forte chaleur. Elle dit à la servante qu'elle venait pour une affaire d'échange et demanda à appeler le maître de maison. Les servantes froncèrent les sourcils. C'était le régisseur qui s'occupait des échanges, mais la femme insista. Gracius sortit et ordonna d'accepter le panier. Il dit que les pommes iraient à la cuisine du monastère et qu'en échange, la femme recevrait du fil, du sel et des boutons en bronze. La femme acquiesça silencieusement et posa sur la table un petit sac de haricots. À l'intérieur se trouvait un rouleau de papier plié en deux. Tout semblait être une transaction commerciale ordinaire, mais Mira remarqua que les mains de la femme étaient débrûlantes à cause de l'air chaud, comme celles de ceux qui travaillent près des fours.
Elle pensa au potier dont elle avait vu la marque sur la cruche. Le détail semblait insignifiant, mais il y avait un lien entre les deux. La nuit, Mira déroula le rouleau qu'elle avait vu dans le sac lorsque la maîtresse de maison l'avait rangé dans le cellier. Il s'agissait d'une copie d'un contrat de service volontaire au nom d'une autre jeune fille, achetée au même endroit que Mira. Elle vit la même ligne courbe, le même signe inhabituel d'accord. Elle a mis les deux rouleaux côte à côte et a compris que les signatures avaient été faites par la même personne et que cette personne n'était aucune des deux filles. Elle s'est souvenue du vendeur de pommes, de ses mains chaudes, et a décidé que la femme travaillait pour le potier qui marquait les cruches d'une étoile. Le lien n'était qu'apparent. Le lendemain matin, elle se rendit au marché, comme si elle allait acheter des feuilles de laurier. Elle trouva l'étal du potier. Le vieil homme aux doigts brûlés lui dit qu'il marquait les objets d'une étoile depuis de nombreuses années et qu'il fabriquait parfois de la vaisselle sur commande pour les marchands, y compris pour Gracia. Il lui dit que la femme de son frère se rendait chez Gracia avec des pommes et des haricots, car le marchand aimait les échanges sans monnaie et donnait souvent du tissu ou du sel à la place de l'argent. Il a ajouté avoir récemment vu chez la femme une note destinée au gérant et l'avoir transmise au jeune scribe Lorraine, qui lui achète parfois de l'encre. Mira a compris que Lorraine était le lien entre la boutique, la maison, le marché et le registre municipal. Elle trouva Lorraine à la porte, où il recopiait des lettres pour les marins. Il dit que chaque automne, les marchands organisaient de nombreux services volontaires, car après les tempêtes, il y avait beaucoup de prisonniers dans le port. Il dit que parfois, les gens acceptaient vraiment de servir pour avoir un toit et de quoi manger, et que parfois, les transactions étaient concluses à la hâte. Il a ajouté que les notaires ne voyaient pas toujours les personnes pour lesquelles ils signaient, car les papiers pouvaient passer par des mandataires. Il a ajouté que Gracius aimait accélérer les choses et apportait souvent des parchemins déjà remplis pour signature. Il a dit avoir vu chez Gracius un sceau très similaire à celui d'un ancien notaire décédé depuis longtemps, et que ce sceau avait peut-être été transmis par héritage, mais qu'il n'était pas correct de l'utiliser pour de nouveaux documents. Il a dit cela et a pris peur de ses propres paroles. Mira comprit qu'il était prêt à aider, mais qu'il avait peur. Elle dit qu'elle avait une petite planchette en bois avec une étoile dans un cercle et que ce signe permettait de relier les cruches, les parchemins et les haricots. Elle dit que si Lorraine posait ces objets ensemble sur la table devant le scribe municipal, celui-ci verrait la chaîne. Elle dit qu'elle était prête à cacher la planchette là où personne ne la trouverait et à la sortir au moment voulu. En rentrant chez elle, Mira vit un chariot chargé de tonneaux s'arrêter devant la porte. Le régisseur ordonna à tout le monde de s'éloigner et se mit à vérifier les couvercles. Il dit que l'huile dans l'un des tonneaux avait une odeur étrange, comme si de l'herbe y était tombée. Il ordonna à un serviteur d'apporter un crochet en fer. Lorsque le couvercle fut retiré, une odeur d'humidité se dégagea du tonneau. Sous une couche d'huile, quelqu'un avait caché un tissu enroulé. Le régisseur retira le tissu et découvrit un petit sac contenant des pièces de monnaie et une feuille de papier. Il dit qu'il s'agissait d'un colis envoyé par l'un des partenaires et ordonna de le porter dans le cellier. Mira remarqua que la lettre était tellement imprégnée d'huile que le seau s'était dissous et que les lettres flottaient. Ce fut à ce moment précis que la livraison d'huile ordinaire se transforma en thriller domestique. Le tonneau ne servait pas seulement à cacher de l'argent, mais aussi à conserver des listes de noms. Plus tard dans la nuit, Mira déroula la feuille, la sécha sur une pierre chaude et vit la liste des nouveaux prisonniers, parmi lesquels figuraient des adolescents d'un village côtier. En face de certains noms, il y avait une marque indiquant leur consentement à servir. La lettre de consentement était cette ligne courbe. Des chuchotements ont commencé dans la maison. On disait que le marchand attendait un invité important. On disait que l'invité apporterait de la toile de lin et des certificats pour de nouvelles transactions depuis une ville lointaine.
On disait que les gardes détournaient le regard lorsque le marchand apportait des coffres dans la maison. On disait qu'il y avait depuis longtemps dans le monastère une caisse de rachat où les marins et leurs proches déposaient de l'argent pour libérer les prisonniers, et que le marchand y apportait parfois des pièces, mais qu'il le faisait non pas pour aider les gens, mais pour sauver les apparences. Mira a rassemblé ces rumeurs comme autant de pages les unes sur les autres. Elle comprenait qu'il ne lui suffisait pas de révéler un seul faux, mais qu'elle devait montrer que le système lui-même se nourrissait de signatures anonymes. Elle prit le risque. Elle dit à Suleiman qu'elle avait une planche avec une étoile, qu'il y avait une lettre dans le tonneau et que cette lettre contenait les noms de ses compatriotes. Elle lui dit que s'il le souhaitait, il pouvait sortir de l'ombre et faire ce que personne n'osait faire. Suleiman a pris peur, mais il a dit qu'il connaissait un homme qui ne recherchait pas la gloire, mais qui pouvait offrir une protection. Il a dit que cet homme vendait du bois pour les navires et qu'il s'appelait Matteo. Il a dit que Matteo l'avait un jour aidé à se cacher d'un surveillant ivre et que cet homme n'aimait pas les transactions louches. Mira décida de rencontrer Matteo. La rencontre fut simple. Près du débarcadère, il y a un abri sous lequel on vend des clous et de la corde. Matteo est arrivé rapidement. Il a écouté en silence. Il a dit qu'il avait entendu parler des affaires de Grazia et que celui-ci s'en sortait toujours indemne car il nourrissait à la fois le temple et les gardes. Il a dit qu'il pouvait aider si on apportait des preuves directes au tribunal municipal. Une signature falsifiée, une marque sur une cruche, une lettre trouvée dans un tonneau et une personne qui glisse les papiers au notaire. Il a dit qu'il pouvait donner de l'argent pour les frais et l'avocat. Il a dit que pour le tribunal, ce ne sont pas les sentiments qui comptent, mais l'ordre des choses, tel qu'il est consigné dans le livre. Il a dit que si l'on parvenait à révéler ouvertement le stratagème, le tribunal confisquerait les biens. Il a promis de verser une partie de l'argent à la caisse de rachat et s'est déclaré prêt à se porter garant. C'était un bienfaiteur inattendu, et Mira a senti que tous les ponts étroits de son plan s'élargissaient. Il restait une faiblesse majeure, le lien de Mira avec la maison du marchand. Elle était sa servante sur le papier, et toute tentative de fuite pouvait la transformer en fugitive. C'est alors qu'intervint un autre type de destin, non pas un hasard, mais un acte ancien qui revint comme un boomerang. Une vieille femme venue d'un village côtier arriva en ville. Elle était voûtée, mais ses yeux étaient vifs. Elle dit dans la boutique du scribe qu'elle cherchait la fille de sa sœur, qui avait été enlevée lors d'un raid. Elle dit que la fille avait une tache de naissance en forme de petite goutte sur la main gauche. Mira se tenait près de la table et sentit son cœur se serrer. Elle avait exactement la même tache de naissance sur la main gauche. La vieille femme raconta qu'autrefois, sa sœur travaillait dans l'entrepôt d'un marchand, puis qu'elle était partie parce qu'elle ne voulait pas laisser son enfant dans la maison d'un homme étranger. Elle avait entendu dire que le marchand aidait les orphelins en échange d'une rançon, mais qu'il exigeait des faveurs en retour. Elle avait dit avoir apporté avec elle une vieille planchette en bois qu'elle conservait depuis de nombreuses années, car sa sœur lui avait demandé de ne pas la perdre. Sur la planchette, il y avait une étoile dans un cercle. Mira comprit que la vieille femme était sa tante. C'était une parenté cachée, et soudain, le sel lourd dans ses cheveux devint une sorte de bouclier. Elle avait désormais quelqu'un qui pouvait l'appeler par son nom sans crainte. La tante raconta qu'il y a de nombreuses années, le marchand Gracise avait emprunté de l'argent à sa famille pour agrandir sa boutique. Il avait promis de rembourser sa dette en marchandises et en services, mais au lieu de cela, il avait vendu la sœur de Mira dans une autre ville. Elle s'était enfuie, avait épousé un pêcheur, puis était morte de fièvre. Elle a laissé à sa fille une petite planche en bois avec une étoile, qui est liée à la dette du marchand. Cette marque était apposée sur tous les objets qui servaient à payer la maison. Si l'on rassemble la vaisselle portant cette marque, on peut montrer au tribunal
que la dette n'a pas été remboursée selon les règles. Ce n'était pas seulement une reconnaissance familiale, c'était un fil tendu entre le passé et le présent. Mira serra la planchette et dit à sa tante qu'elle irait jusqu'au bout. Elle retourna chez elle et se mit à rassembler patiemment des petits objets, des morceaux de seau sur des cruches, des sangles de livres, des copies de rouleaux avec une ligne courbe. Elle racontait chaque étape à Suleiman, qui courait dans les ruelles tranquilles, écoutait les conversations et rapportait des nouvelles du port. Il dit que 2 notaires allaient arriver dans les jours suivants, l'un du continent, l'autre d'une île voisine, et qu'ils allaient vérifier les livres. Il a dit que l'intendant avait ordonné de cacher les anciens sceaux et de ne pas montrer le cellier aux visiteurs. Il a dit qu'il avait vu le propriétaire cacher dans un tonneau non seulement de l'argent, mais aussi de petites pierres noires, peut-être du verre bon marché, destiné à tromper les acheteurs. Cela n'avait peut-être rien à voir avec la question de la liberté, mais cela montrait les habitudes du marchand. La veille de l'audience, une dernière tentative d'intimidation eut lieu. Gracius fit venir Mira et dit à l'intendant que la captive avait l'intention de s'enfuir. Il ordonna de poster un homme armé d'une massue devant sa porte pendant la nuit. Il dit que le lendemain matin, le contrat de service volontaire serait rédigé dans des termes plus sévères, car la jeune fille faisait preuve de désobéissance. Il a ajouté que dans ce cas, elle resterait plus longtemps dans la maison. Le serviteur a répété qu'il ferait tout ce qui lui était demandé. Mira a compris qu'il fallait agir immédiatement. Elle a dit à Soliman que la fenêtre du cellier s'ouvrait la nuit et qu'on pouvait passer à Lorraine un paquet contenant des copies des documents, une planchette et une lanière de cuir. Suleiman fit ce qu'elle lui avait demandé. Il déposa le paquet sur le bateau où se trouvait Matteo. Celui-ci l'apporta au scribe de la ville. La matinée fut difficile. Beaucoup de gens s'étaient rassemblés au tribunal. Le scribe apporta les copies des registres. Les notaires examinèrent les sceaux. Matteo paya les droits et demanda que l'affaire de falsification de consentement et de vente illégale d'êtres humains soit examinée. Il a dit qu'une lettre avec des noms avait été apportée dans un tonneau d'huile et que le sceau sur la lettre ressemblait à celui du notaire décédé. Il a dit que des tablettes reliant les échanges et les dettes avaient été trouvées dans la maison du marchand. Il a dit qu'il y avait un témoin qui indiquerait le schéma. Tout le monde attendait de voir qui allait sortir. À ce moment-là, les personnes présentes dans la salle se sont tournées vers la porte. Le chef de la garde du marché est entré. Il a déclaré qu'il confirmerait les propos d'un garçon nommé Suleiman, car il y a de nombreuses années, il avait commis une erreur et fermé les yeux sur le trafic de cachets. Il a dit qu'à l'époque, il avait eu une liaison avec une femme du port et que cette liaison avait donné naissance à un garçon. Il a dit que c'était Suleiman et qu'il ne voulait plus se taire. Il a dit que le marchand avait utilisé une petite faiblesse qu'il avait pour le garder sous son emprise. C'était un coup que personne n'avait vu venir. L'assistant sous-estimé est devenu celui qui a brisé le schéma, et son père, que tout le monde craignait, a reconnu sa culpabilité. La parenté cachée a refait surface une fois de plus, mais cette fois-ci pour sauver et non pour dissimuler. Le tribunal a entendu tout le monde. Les notaires ont déclaré que le sceau appartenait bien au défunt et que son utilisation dans les nouveaux documents était illégale. Ils ont déclaré que les signatures avec une ligne courbe ne correspondaient pas à l'écriture des personnes mentionnées. Le scribe a déclaré que l'enregistrement du service volontaire de Mira avait été effectué par l'intermédiaire d'un mandataire sans que la captive elle-même ne soit présente. Il a déclaré que cela n'était pas conforme aux règles. Matteo a proposé de verser des fonds pour annuler les transactions et racheter les prisonniers. Il a déclaré qu'une partie de l'argent provenait de ses propres fonds et qu'une autre partie avait été collectée par les marins et la caisse de rachat du monastère. Le juge a déclaré que les biens du marchand étaient susceptibles d'être confisqués et qu'ils serviraient en premier lieu à payer les rançons et les amendes
au profit de la ville et des victimes. Il a ajouté que les personnes qui avaient signé les documents sans témoin risquaient une sanction. Il a déclaré que Mira recevrait une lettre de liberté. Gracieux a tenté de protester. Il a déclaré qu'il avait agi par habitude, que tous les marchands faisaient ainsi et qu'il avait simplement eu moins de chance. Il a ajouté que la ville perdrait des revenus si elle commençait à s'attarder sur des détails insignifiants. Il a déclaré que pendant les années difficiles, il avait nourri le temple et donné de l'argent pour la cloche. Le juge a répondu que la ville avait des règles écrites dans un livre, que le rachat des gens était plus important que le son de la cloche, et que l'habitude ne pouvait plus servir d'excuse quand elle causait des vies brisées. Il a dit qu'on pouvait aimer la gloire et offrir des bougies, mais qu'on ne pouvait pas vendre le corps d'autrui sous le couvert d'un service volontaire. Il n'a pas élevé la voix, ce qui rendait ses paroles encore plus fermes. Mira sortit du tribunal avec le parchemin de la liberté et eut du mal à croire que ce n'était pas un rêve. Sur la place, on lui a tendu une chope d'eau. Sa tante se tenait à côté d'elle et la tenait par le coude. Suleiman piétinait sur place et ne levait pas les yeux. Matteo a hoché la tête en silence. Il n'y avait rien de beau dans cet instant, mais il y avait du calme. L'esclavage n'a pas pris fin grâce à des miracles, mais grâce à un bout de papier et à des gens qui ont cessé de détourner les yeux. Le calme ne dura pas longtemps. Quand ils revinrent chez la tante, les voisins discutaient déjà du fait que Gracia avait des complices qui ne voudraient pas perdre leur argent. On disait qu'il y avait parmi eux un marchand de poissons salés, le propriétaire d'une auberge et l'un des plus jeunes notaires qui signaient des formulaires vierges pendant la nuit. On disait qu'ils allaient essayer de récupérer au moins une partie de la cargaison ou d'intercepter les marchandises que le tribunal voulait mettre en vente. On disait que la caisse de rachat du monastère avait accumulé de l'or et que des mains étrangères l'avaient déjà repéré. Mira comprit que l'histoire d'amour ne serait pas sans heurts. Les habitudes bien ancrées depuis de longues années ne changent pas du jour au lendemain. Elle décida de rester en ville, au moins quelques mois, afin de mener l'affaire à son terme. Elle aidait le scribe à dresser la liste de ceux qui avaient besoin d'être rachetés. Elle se penchait sur les noms, comme sur un motif où chaque ligne devait trouver sa paire. Elle notait les navires qui avaient amené les gens, les endroits où les adolescents avaient disparu, les familles qui pouvaient réunir au moins une certaine somme. Elle se rendait au couvent et parlait à la mère supérieure. Celle-ci lui expliquait que la caisse vivait des dons des pêcheurs et des artisans et que chaque rachat était le fruit de longues négociations. Elle disait qu'il était important de ne pas laisser les marchands tirer profit du malheur des autres. Elle disait que dans la ville, on aimait raconter des contes orientaux sur les gentils brigands et les belles captives, mais qu'en réalité, tout se décidait dans le livre de contes. Elle disait que la rançon n'était pas un roman, mais un tableau ennuyeux avec des colonnes. Mira acquiesçait. Elle comprenait de plus en plus que les mythes vivent sur la place publique, tandis que les documents restent dans l'ombre et qu'il fallait faire sortir l'ombre à la lumière. Un soir, alors qu'elle marchait sur le quai, elle aperçut une charrette familière. Le même bord incliné, la même tache de résine près de la roue, les mêmes tonneaux. Le cocher dit qu'on lui avait demandé de livrer 2 tonneaux chez un marchand de poissons salés. Il dit qu'ils contenaient de l'huile, mais qu'ils étaient légers. Mira demanda de s'arrêter et appela un garde. Elle dit qu'elle avait déjà vu des lettres et des pièces de monnaie cachées dans de tels tonneaux. Le garde souleva le couvercle. Sous la couche d'huile se trouvaient de petits paquets. Le premier contenait des formulaires vierges avec un cachet notarial, le deuxième, des listes de noms sans montant, et le troisième, plusieurs bijoux féminins, probablement retirés à des captives. C'était un nouveau rebondissement dans le même thriller domestique. Des objets qui semblent inoffensifs s'avèrent être des conteneurs pour des transactions. Le garde a dit qu'il emmènerait la charrette au tribunal et inspecterait la maison du marchand de poissons. Il a dit qu'il commencerait par les livres comptables
et qu'il aurait désormais une raison de le faire. Le lendemain, on apporta un paquet à la tante de Mira. Il n'y avait pas d'adresse dessus, seulement un fin fil de laine rouge noué de travers. À l'intérieur se trouvait un petit mot. Un inconnu avertissait Mira qu'elle risquait d'être agressée dans la ruelle étroite près de l'épicerie, car quelqu'un voulait récupérer des papiers. Sous la note se trouvait un petit morceau de cire avec l'empreinte du même vieux cercle avec une étoile. Cela pouvait être une vieille connaissance de Lorena ou l'un des employés du potier. C'était le signe que Mira avait désormais des alliés invisibles et que les yeux de la rue étaient de son côté. Elle décida de changer de chemin chaque jour. Elle empruntait de longs chemins, du monastère au port, du port au tribunal, du tribunal à la maison de sa tante. Elle remarqua qu'un homme de petite taille, avec une large ceinture, la suivait. Il ne s'approchait pas, mais restait toujours dans son champ de vision. Un jour, elle entra dans une boutique où l'on vendait des aiguilles et du fil, et sortit par la porte arrière qui donnait sur un passage. L'homme hésita. Elle comprit qu'il n'était pas payé pour son intelligence, mais pour sa présence, afin d'effrayer les gens. Elle n'avait pas peur, car elle savait que toutes les portes ne lui étaient plus fermées dans la ville. Au tribunal, le travail avançait. Le greffier démêlait les chaînes de transactions, les notaires cessaient de signer des papiers sans visage, et même ceux qui se moquaient auparavant de l'attention portée aux détails comptaient désormais les cachets. La ville s'habituait à la nouvelle discipline, comme les mains s'habituaient au nouveau sel. Certains se plaignaient qu'il y avait plus de tracas, mais beaucoup soupiraient que c'était moins sale. Matteo apportait l'argent pour le rachat, et le monastère renvoyait progressivement les gens chez eux. Parfois, quelqu'un venait voir Mira pour lui dire que sa sœur était revenue, et parfois, on apprenait que quelqu'un était mort en chemin. Mira écoutait chaque nouvelle comme s'il s'agissait de sa propre vie. Entre-temps, Loren s'apprêtait à partir pour le continent, car il craignait les conséquences. Il disait qu'il avait de la famille dans une autre ville et qu'on lui donnerait un poste de scribe au port. Il disait qu'il laisserait à Mira une copie des listes et quelques conseils pour lire les livres anciens. Il expliquait que dans chaque livre, il y avait un endroit où le doigt du scribe laissait une trace grasse, et que cette trace permettait de comprendre quelle page avait été feuilletée le plus souvent. Il disait que les livres parlaient à ceux qui savaient leur poser les bonnes questions. Mira écoutait et pensait que sa vie allait désormais suivre des lignes subtiles. Un mois s'écoula. La ville redevint plus calme. Gracia fut placée en détention provisoire pendant l'enquête et ses boutiques se vidèrent. Les serviteurs se dispersèrent. Certains trouvèrent du travail chez d'autres marchands. D'autres partirent à la campagne. Suleiman resta chez la tante de Mira, où il se mit à porter de l'eau, à réparer le toit et à aider dans les petites tâches. Il s'épanouit comme quelqu'un qui peut pour la première fois redresser les épaules. Le chef de la garde, son père, venait parfois lui apporter un panier de fruits. Il disait qu'il demandait pardon à son fils et qu'il était prêt à répondre de sa part de responsabilité dans l'ancienne affaire. Il disait qu'il avait commencé à lire des livres pour ne plus se fier aux sots des autres. Il disait que c'était difficile pour lui, mais qu'il continuerait. Un jour, une femme vêtue d'un manteau sombre et aux mains brûlantes se présenta chez la tante. C'était la femme du frère du potier. Elle a dit qu'elle voulait rendre à Mira une petite bague en or. Elle a dit qu'elle l'avait retirée autrefois de la main d'une jeune fille venue faire un échange avec un marchand et qu'on lui avait alors ordonné de se taire. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus. Elle a posé la bague sur la table. À l'intérieur, il y avait une vieille gravure, 2 lettres qui correspondaient au nom des parents de Mira. La tante se mit à pleurer. Mira prit la bague et sentit que le lien avec ce qui n'existait plus était devenu plus fort. Elle dit qu'elle garderait la bague comme un signe que les objets se souviennent des gens aussi bien que les livres. À la fin de l'automne, le tribunal rendit son verdict final.
les biens de Gracia servirent à couvrir les amendes et à racheter les personnes. Une partie de l'argent fut versée au trésor public, mais la majeure partie fut reversée au monastère. Le tribunal obligea les marchands à ne plus utiliser de procuration pour signer au nom de personnes qui n'étaient pas présentes et interdit de conserver les sceaux des notaires décédés. Il a nommé un gardien public chargé de vérifier les tonneaux, les cruches et les colis et a donné à tout habitant le droit de signaler les cargaisons suspectes. Ce n'était pas un spectacle spectaculaire, mais une succession de lignes. Mais dans ces lignes se trouvait la nouvelle vie de la ville. Ce jour-là, Matteo s'est approché de Mira et lui a dit qu'il avait une place pour elle dans le bureau des balances portuaires. Il lui a dit qu'elle n'aurait pas à nettoyer les marches, mais qu'elle devrait regarder les chiffres. Il lui a dit que la ville avait besoin de ses yeux. Il lui a dit qu'il pouvait lui offrir un travail libre, rémunéré en pièces plutôt qu'en marchandises. Mira accepta. Elle comprenait qu'elle verrait beaucoup de gens puissants et leurs habitudes, mais maintenant, elle avait un certificat, une tente et son nom dans le registre des indépendants. Elle se souvenait souvent du matin où on l'avait amenée au port. À l'époque, tout lui semblait grand et étranger. Maintenant, ce même port n'était plus qu'un endroit où les gens tiraient des cordes et échangèrent des sacs. Elle comprenait que le danger n'avait pas disparu, que chaque saison apportait de nouveaux prisonniers dans différentes villes et que la caisse de rachat aurait toujours besoin de pièces. Elle savait que les mythes des contes orientaux perdureraient parce qu'ils étaient commodes, mais elle savait aussi qu'un document avait plus de poids s'il était soutenu par des personnes. Parfois, ceux qui la méprisaient auparavant venaient la voir. Ils apportaient de petits cadeaux, lui demandaient de regarder leurs papiers, lui posaient des questions pour savoir comment distinguer un vrai sceau d'un faux. Elle ne se vengeait pas et ne se moquait pas. Elle montrait où regarder, comment tenir la feuille à la lumière, où chercher les traces de la ceinture sur le livre. Elle était devenue une héroïne méconnue qui, un jour, était devenue visible. Elle ne pensait pas aux mots, elle faisait simplement son travail. À la fin de l'hiver, un jeune charpentier de marine est revenu du continent. Il a dit qu'il avait vu là-bas une femme qui ressemblait beaucoup à Mira et que cette femme racontait des histoires sur la façon dont on enlève la liberté et comment on la rend. Il a dit que les gens écoutaient et se taisaient, puis allaient voir les scribes et leur demandaient comment obtenir des copies de leurs contrats. Il a dit qu'il y avait des villes où la caisse de rachat commençait tout juste à fonctionner et qu'il fallait y envoyer quelqu'un qui aimait les choses simples, les listes, les tampons, les ceintures, les planchettes. Il a dit qu'il pouvait organiser une rencontre. Mira réfléchit et décida de rester ici pour l'instant. Il était important pour elle de voir comment les nouvelles règles s'implantaient, comment les fonctionnaires s'habituaient au contrôle, comment le garçon, que l'on considérait comme un bon à rien, vivait sans crainte. Au printemps, elle se rendit au monastère et y vit un groupe de personnes qui attendaient en leur tour. Parmi elles se trouvait une petite fille avec une petite tache de naissance sur la main gauche. Mira sourit. Elle s'approcha de la mère supérieure et lui dit qu'elle voulait donner une partie de son salaire à la caisse. Elle précisa qu'il ne s'agissait pas d'une aumône, mais d'un devoir. La mère supérieure a acquiescé. Elle a dit que chaque nom dans le livre n'était pas seulement des lettres, mais un point de non-retour. Elle a dit que la ville changeait lorsque les gens prenaient de petites responsabilités. Elle a dit que sans ces responsabilités, rien de grand ne pouvait se produire. Le même jour, Mira a ramené un nouveau pichet à la maison. Il n'y avait pas d'étoile dessus, seulement de l'argile fraîche et un simple dessin représentant une vague. Elle a posé le pichet sur la table et s'est dit que les objets pouvaient vivre sans étiquette si les gens acceptaient de les regarder en face. Elle savait qu'il y aurait encore des tonneaux remplis de lettres et des charrettes remplies de formulaires vierges, mais elle savait aussi qu'il y avait désormais des yeux qui voyaient et des mains qui ouvraient les couvercles. Et il y avait un tribunal qui n'aimait pas les belles histoires, mais qui aimait les registres soignés. L'histoire
ne s'est pas terminée en un jour, car la vie ne tient jamais dans un seul rouleau. Mais dans cette ville, parmi le sel, l'argile et la cire, une nouvelle règle est apparue. Personne n'a le droit d'apposer la signature d'autrui et de la qualifier de consentement. Si quelqu'un essaie, ce ne sont pas des cris forts qui l'arrêteront, mais une routine silencieuse. Des gens qui savent que la liberté n'est pas un cadeau, mais un ordre pour lequel on paie avec de l'attention. Mira, la tante, Suleiman, Matteo et même le chef de la garde fatigué sont devenus partie intégrante de cette routine. Ils ne cherchaient pas la gloire, ils maintenaient simplement la ligne droite. Et c'était là leur victoire. Ainsi, le mythe des histoires orientales édulcorées a cédé la place à un livre avec des marges où chaque chiffre avait son importance. Et la caisse de rachat, les tablettes d'argile et le droit maritime ne sont plus devenus un arrière-plan, mais des outils qui ont redonné du pouvoir aux gens. Et si un jour, quelqu'un tente à nouveau de qualifier la traite des êtres humains d'un mot beau, il y aura dans cette ville quelqu'un qui déroulera le rouleau, le lèvera à la lumière, montrera la marque et dira à travers le récit que cela ne se passera pas ainsi ici.